Un immense plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Média pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. L'année 2023 a été marquée par des successions de coups d'État militaires sur le continent africain. L'Afrique a enregistré des putschs au Burkina, au Niger, au Gabon et des coups d'État manqués à Bissau et en Sierra Leone. Des élections ont également été notées au Libéria, au Nigeria, au Gabon, en République démocratique du Congo et un référendum constitutionnel au Tchad. 2023 a aussi été l'année des victoires diplomatiques de l'Afrique au G20 et au sein des BRICS. Quels sont ces faits politiques marquants de l'année 2023? Quelle perspective pour l'année 2024? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de sécurité. Sur le plan sécuritaire, l'année 2023 a vu la naissance d'alliances sous-régionales stratégiques, des alliances militaires et économiques. Il y a le cas de l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Niger, le Mali et le Burkina autour de la charte du Liptako-Gourma. Mais l'année écoulée a également été marquée par des violences séparatistes au Soudan ou en RDC et par la reprise par les États de territoires occupés par des groupes armés. C'est le cas au Mali. Quel défi est avancé sur le plan sécuritaire en Afrique durant l'année 2023? Quelles attentes pour l'année 2024 sur le plan sécuritaire? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Momodou Thior, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Daouda. Toujours pour être ravi d'être là. Merci beaucoup, plaisir tout aussi partagé. En face de vous, Monsieur Pape Samba Mbeng, vous êtes politiste. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Et d'abord, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces différents coups d'État enregistrés durant cette année 2023 sur le plan, en Afrique plutôt, sur le continent africain? Merci. On a constaté qu'en 2023, il y a une sorte d'épidémie de coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest. Certains pays ont connu des coups d'État comme le Niger, le Gabon. Et très récemment, le coup d'État au Niger est justifié par Abdourahmane Tiani, par une mauvaise gouvernance économique, mais aussi une dégradation sécuritaire. Donc ils se sont basés sur ces leviers-là pour justifier ce coup d'État-là. Mais il y a aussi d'autres causes que Tiani n'a pas du tout exprimées. Quelles sont les autres causes? Si vous constatez bien, en dehors ou en outre de cette dégradation sécuritaire-là, et de cette mauvaise gouvernance économique avancée par Abdourahmane Tiani, il y a d'autres facteurs. Quels sont ces autres facteurs-là? Il y a le facteur ethnique, parce qu'il faut rappeler que Mohamed Bazoum, du point de vue de sa légitimité, il est contesté. Il est contesté dans la mesure où Bazoum fait partie d'une minorité arabe qui vit au Niger. Et donc, il fait partie de l'ethnie qui n'est pas l'ethnie la plus populeuse au Niger. Donc, du point de vue ethnique... D'ailleurs, même la légitimité concernant même sa nationalité avait fait débat dans le pays durant la présidentielle nigérienne. Tout à fait. Même avant la campagne électorale, cette légitimité-là était remise en cause. L'autre facteur, c'est la présence des bases militaires au Niger, parce qu'en 2019, les États-Unis ont installé une base de drones. Et le commandement militaire nigérien n'était pas d'accord avec cette installation de la base. Donc, la base d'Agadez. Voilà, c'est ça. Ils n'étaient pas d'accord avec cette installation. C'est pourquoi ils ont su justifier ce coup d'État-là, parce qu'ils ne veulent pas quand même que la présence des bases militaires. Et enfin, le dernier facteur qui peut justifier ce coup d'État, c'est la faiblesse des organismes régionaux. Autrement dit, la CEDEAO ou l'Union africaine, parce que malgré les sanctions économiques qu'ils ont pu faire, par exemple contre le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, cela n'a pas empêché, par exemple, au Niger, par exemple, à l'armée nigérienne de prendre le pouvoir. Donc voilà tous ces facteurs qui ont occasionné le coup d'État au Niger. Il y a aussi le coup d'État au Gabon. On en parlait tout à l'heure. Au Gabon, Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir au détriment
Ali Bongo qui venait d'être réélu et Onda Ossa qui se disait avoir remporté cette présidentielle. On reste avec les organismes régionaux que vous venez de soulever. Est-ce que nous avons appris aujourd'hui des erreurs, surtout concernant ces coups d'État-là? Avons-nous appris des expériences de 2022 et même de 2021, puisque ces coups d'État ont démarré dans cette région ouest africaine depuis 2021? Oui, d'abord, le point commun qu'il faut d'abord relever à travers ce coup d'État, c'est que la nouvelle tendance, ce sont les gardes prétoriennes, les gardes présidentielles qui commettent les coups d'État. Alors ça, c'est une nouvelle tendance et je me dis, si ça continue, aucun président africain n'est à l'abri. Donc ce qui fait qu'on avait l'habitude de voir peut-être pas des généraux comme Oligui Nguema, mais des capitaines, des lieutenants prendre le pouvoir, des moins gradés. Mais là, la nouvelle tendance, Tchani, que ce soit Oligui Nguema, c'est des gens qui dirigent les gardes présidentielles. Donc ce qui fait que ce qu'on a vécu en 2022 est bis repetita en 2023. Quand vous prenez par exemple le Burkina, c'est un coup d'État dans le coup d'État avec le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, et souvent, tous ces pays, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina, le prétexte c'est que la sécurité s'est fortement dégradée et que les présidents démocratiquement élus n'ont pas été à la hauteur, que ce soit Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso, Ibeka Dié, épité de son nom au Burkina Faso, et Mohamed Bazoum. Mais Bazoum a trop souffert de la tutelle de son prédécesseur. Je pense que c'est là où aussi les présidents africains, une fois qu'ils ont terminé leur mandat, même s'ils ont choisi un successeur, ils doivent quand même le laisser gouverner. Je pense que ce qui s'est passé au Niger, et on a soupçonné même son prédécesseur, Mamadou Issoufou, d'être derrière le coup d'État, parce qu'on ne l'a pas vu réellement condamner ce qui s'est passé, et il a trop voulu rester, sans rester au cœur du pouvoir, et Bazoum en a payé le prix. Donc, est-ce que les arguments aujourd'hui avancés par ces autorités-là du CNSP, à savoir Tchiani et ses hommes, tiennent la route concernant la situation sécuritaire et même la question de la bonne gouvernance dans le pays? Non, peut-être à travers, par exemple, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qu'ils viennent de créer, parce que là, on a vu qu'au Mali, franchement, par rapport à l'armée française, ils ont réussi à conquérir le Nord en un laps de temps. Et c'est à se demander ce que la France, les forces armées françaises, ils faisaient pendant toutes ces années, et ne pas pouvoir être en mesure de bouter un peu les djihadistes qui tenaient en botte règle cette partie nord du pays. Donc, peut-être si ces trois pays, à travers l'AES, arrivent à mutualiser leurs forces, ils arriveront peut-être à bouter toutes ces forces qu'ils appellent des forces djihadistes ou terroristes seront hors de ces pays, mais ce n'est pas encore gagné parce qu'on a vu que même récemment au Burkina, des attaques meurtrières. Donc on voit que les assaillants ont toujours pignon sur rue et sont en train de mener la vie dure à ces putschistes qui sont au pouvoir et qui sont arrivés en justifiant le fait que bon, la sécurité n'était pas au top et que eux, en bons militaires, sont plus en même de faire le job à la place des politiques qu'ils ont remplacés. Et Papa Samba, vous parliez tout à l'heure des organisations régionales et de leur gestion de ces différentes crises. La CEDEAO, par exemple, pour la région ouest africaine, est toujours restée fidèle à ces principes-là de transition démocratique et de refus aujourd'hui de prise de pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la gestion aujourd'hui de ces différents événements qu'il y a eu, surtout les coups d'État militaires, par l'organisation régionale qui est la CEDEAO? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les organisations régionales, à savoir l'Union africaine ou la CEDEAO, ont perdu leur légitimité, entre guillemets. Pourquoi ils ont perdu leur légitimité? Parce qu'aux yeux des militaires qui prennent le pouvoir, ces organisations sont faibles. Vous avez vu que le Mali, le Burkina et la Guinée ont tous perpétré, il y a des coups d'État dans ces pays et malgré les sanctions faites par ces organisations régionales, cela n'a pas empêché le coup d'État au Niger. Donc cela montre que du point de vue de la légitimité, ces organisations ne tapent pas, les sanctions économiques ne suffisent pas. En plus, il y a ce qu'on appelle, ce que Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, appelle les coups d'État institutionnels,
ou constitutionnel, c'est-à-dire que dans certains pays, les chefs d'État changent la constitution en leur faveur, mais la CEDEAO pratiquement ne parle pas. La CEDEAO se tait, donc n'a pas la même fermeté que face au coup d'État militaire. Il n'a pas la même fermeté, alors que normalement, quand il y a ce qu'on appelle des coups d'État institutionnels ou constitutionnels, les organisations régionales doivent vraiment s'exprimer pour arrêter ces changements, voilà, des constitutions en faveur du pouvoir. Donc c'est pourquoi ces organisations sont jugées très faibles, donc incapables d'apporter des solutions structurelles à ces coups d'État-là qui sévissent partout en Afrique de l'Ouest. Même ces changements constitutionnels, des coups d'État constitutionnels ou institutionnels, justifient-ils aujourd'hui des coups d'État militaires également? Non, rien ne justifie les coups d'État militaires parce que ce sont des méthodes de dévolution anticonstitutionnelle du pouvoir. Dans une démocratie, il faut respecter la Constitution. Quand on veut arriver au pouvoir, il faut le faire de manière démocratique. Donc si on utilise des méthodes vraiment antidémocratiques, donc cela montre que les coups d'État ne sont pas du tout bons pour un bon fonctionnement des démocraties africaines. Et Thior, nous avons frôlé un affrontement militaire dans l'espace ouest africain avec la menace d'une intervention de la force en attente de la CEDEAO, mais finalement la voie diplomatique a été finalement en tout cas prônée par l'organisation sous-régionale. Est-ce qu'aujourd'hui l'implication des voisins comme le Maroc, le Mali autant pour moi et le Burkina ont contribué également à faire échouer, n'ont pas contribué à faire échouer aujourd'hui cette intervention militaire de la CEDEAO, annoncée en tout cas, qui était annoncée par la CEDEAO? Tout à fait, parce que la jonction entre ces trois pays-là a pesé et comme le disait mon collègue de Waterbank, l'image de la CEDEAO dans ces trois pays est désastreuse. Et je pense que c'est là où la CEDEAO doit se mettre à son époque, parce qu'aujourd'hui, notre ami Omar Sissoco Embalo, on se rappelle lors de son arrivée au pouvoir, qui avait dénoncé vigoureusement et qui avait chaudement été applaudi les coups d'État constitutionnels. Son premier sommet de la CEDEAO, on se rappelle, il avait dénoncé parce qu'à l'époque, Ouattara et Alpha Condé, qui a été renversé, avaient amorcé le troisième mandat, vraiment sur fond de violence mortelle. Donc, mais la CEDEAO, la fermeté qu'il a affichée à l'égard de Yahya Jammeh, pour vraiment imposer à Adama Barrow, la CEDEAO n'en a pas fait de même. Parce que oui, les coups d'État, les changements de constitution, ça aussi, ça ne participe pas à instaurer la démocratie. Parce que c'est trop facile de penser qu'on est le Messie et qu'au bout de 2 mandats, on se sent en devoir de rester éternellement, ad vitam aeternam, comme si dans ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le relais et faire mieux que vous. Et la démocratie, un point que vous venez d'aborder, un point important également, nous y restons. Papa Samba, vous parliez tout à l'heure du Gabon, où Brice Oligui Nguema, qui dirigeait la garde présidentielle gabonaise, a renversé le président Ali Bongo, qui venait d'être nouvellement élu. Aujourd'hui, est-ce que le problème également ne se situe pas en amont? Je veux bien sûr parler de l'organisation de nos scrutins, la transparence et l'inclusivité des scrutins en Afrique, sur le continent africain. Tout à fait. Au fait, c'est la démocratie électorale qui fait défaut en Afrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on organise des élections, soit l'élection n'est pas transparente, soit elle n'est pas inclusive. Et tous ces facteurs-là participent à la déstabilisation démocratique de ces pays-là, de ces pays de la sous-région. C'est pourquoi, quand on organise une élection, il faut tout faire, mettre tous les moyens pour que l'élection soit transparente et inclusive. Si l'exemple du Gabon, tout le monde sait que si les élections étaient transparentes, c'est Albert Ondo-Ossa qui allait remporter les élections, parce que c'était le seul candidat de l'opposition, donc il était vraiment bien placé pour remporter les élections. Donc s'il y avait une transparence, c'est lui qui allait devenir président. Donc c'est le principal perdant. C'est pourquoi juste après la proclamation des résultats qui donne plus de 60% des voix exprimées à
à Ali Bongo. Juste quelques heures après, voilà, il y a et dans des pays même où il n'y avait pas de bureau de vote, dans des pays où sa victoire était annoncée, et dans ces pays-là, il n'y avait pas de bureau de vote pour les Gabonais y-résidents. Mais tout à fait, il y a certaines écoles, il n'y avait pas de bureau de vote. Ou même les bulletins de Ondo Ossa n'étaient pas présents dans certains bureaux de vote. Juste dans le but de manipuler les élections, juste dans le but de redevenir président. Mais si l'élection était transparente, Albert Ondo Ossa aurait remporté ces élections-là. Et c'est le principal perdant. Comment revoir aujourd'hui, oui. Quelle solution, vous êtes politiste, quelle solution aujourd'hui à cette crise de la démocratie électorale, pour reprendre vos propos, pour ne pas aujourd'hui, en 2024, en être encore à débattre de la transparence et de l'inclusivité des scrutins? C'est ça. En fait, présentement, comme je le dis très souvent, l'une des définitions les plus acceptables de la démocratie, c'est celle qui en radicalise les exigences. Autrement dit, il faut dépasser cette démocratie électorale, c'est-à-dire il ne faut pas juger la démocratie juste à l'aune de l'élection. D'autres facteurs doivent être pris en considération. Lesquels, par exemple? Comme l'inclusion, la transparence, une société civile très forte, des observateurs vraiment électoraux qui ne sont pas du tout corrompus ni manipulés. Je pense que si tous ces facteurs-là sont réunis, la démocratie pourrait quand même redorer son image en Afrique. Et une presse assez forte également pour mener à bien cette mission-là. Et Thior, l'année a aussi été marquée par des élections sur le continent africain. Andry Rajoelina réélu au Madagascar, une alternance également au Nigeria et au Libéria. Les résultats des élections toujours attendus en République démocratique du Congo. Le oui également qui a remporté les élections au Tchad, plutôt le référendum constitutionnel à plus de 86%. Quelle analyse faites-vous de ces différents scrutins enregistrés sur le continent en 2023? Non, la lueur d'espoir est venue du Libéria. Hein. On a vu ce qui s'est passé entre George Weah et le président élu. Vraiment, les Africains ont été fiers de voir qu'il y a des gentlemen. Parce que, regardez, le scrutin même au premier tour était assez étriqué. Au second tour, c'était plus large, mais tout de suite, George Weah a accepté sa défaite. Dans d'autres pays, les gens auraient contesté. Et quand vous regardez à contrario, vous parliez du Gabon, c'est un très bon exemple. Je pense que ce problème-là, pour régler ça, il faut que les structures chargées d'organiser les élections vraiment soient courageuses. Parce que Ali Bongo, il y a 7 ans, il avait tripatouillé pour gagner dans son Ogooué et il n'avait pas 50% des voix. Parce que là-bas, c'est un seul tour de scrutin. Comment il peut se retrouver 7 ans plus tard diminué malade avec plus de 60%, ça ne fait pas sens. Et c'est pourquoi ça aurait été dans un pays anglophone comme le Kenya, mais la Cour constitutionnelle, malheureusement, qu'on appelle la tour de Pise au Gabon, parce qu'avec Marie-Madeleine Borancho, ça pensait d'un seul côté. Donc si par exemple, ces hauts magistrats-là jouaient le jeu, ils auraient dû annuler cette élection-là, mais ils ne l'ont pas fait. Les militaires sont venus. Et c'est là où les gens, que ce soit les CENI, que ce soit les conseils constitutionnels, cours constitutionnels, doivent jouer leur rôle parce qu'ils ont un rôle à jouer pour asseoir la démocratie et ne pas être des bénéficiaires pour les présidents qui sont en place. Et il y a aussi l'exemple du Nigeria où Buhari s'est retiré après 2 mandats également, conformément à la constitution nigérienne. Qui est un très bon exemple, lui, en bon militaire, peut-être aurait eu tendance à s'accrocher au pouvoir. Et vous voyez là-bas, le mandat n'est que de 4 ans. C'est-à-dire, il a trouvé des gens en exercice président, il est parti en les laissant en place. Ça aussi, c'est une leçon que les anglophones souvent nous donnent. On ne dit pas que c'est des démocraties achevées, mais je pense que les francophones ont beaucoup à copier sur les anglophones, parce que souvent on nous dit oui, un mandat de 5 ans c'est trop court, vous voyez, le Gabon c'est 7 ans, alors que 7 ans c'est trop long. Quand on sait travailler, même un mandat de 2 ans, comme ça se fait par exemple dans un pays que je maîtrise bien, les États-Unis, les mandats des parlementaires de la Chambre basse sont de 2 ans. Tous les 2 ans, vous allez devant vos électeurs pour voir votre mandat renouvelé
ou révoqués. Donc je pense que comme ça se fait la tendance mondiale des mandats de 4 ans, ça permet aussi de respirer démocratiquement. Parce que le fait que les gens durent au pouvoir, ça aussi, ça ne participe pas de la vitalité démocratique. Et les gens qui sont dans l'opposition, ils ont envie de venir au pouvoir, de montrer ce qu'ils savent faire. Les gens qui sont dans le pouvoir doivent aller dans l'opposition, apprendre et revenir au pouvoir. Et pour cette vitalité démocratique, quelle responsabilité aujourd'hui des commissions en charge de l'organisation de ces élections, mais aussi des juges constitutionnels? Les organisations qui sont chargées de gérer ces élections-là devraient être impartiales. C'est l'impartialité qui est, pour ma part, le facteur le plus important pour bien organiser les élections. Donc il faut de la neutralité. Voilà. Même si cette neutralité ne peut pas être absolue, mais quand même, il faut un temps soit être neutre, impartial pour organiser les élections. Mais le problème dans nos pays africains, surtout, je donne l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Mais le ministre de l'Intérieur fait partie du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, le ministre fait partie du gouvernement. Donc ce serait très difficile pour lui d'organiser des élections. Mais à travers une direction également appelée direction générale. L'Intérieur organise et le parti au pouvoir perd. C'est une question de personnalité, je pense. Je pense que je suis d'accord avec Macky Sall à ce niveau. Mais il faut que les gens qui sont nommés au ministère de l'Intérieur soient à la hauteur et ne pensent pas, parce que comme l'avait dit Alain Ngouille, je veux faire gagner mon camp. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire en sorte que le scrutin soit transparent. Si Macky Sall perd, il dit que Macky Sall a perdu. Mais est-ce que la solution, par rapport à ce cas-là, est-ce que la solution ne pourrait pas être aujourd'hui d'éviter de nommer un membre du parti à la tête d'un ministère de souveraineté ou d'un tel ministère de souveraineté? C'est ce que je voulais dire. Au lieu de donner, par exemple, ce rôle-là à un membre du parti, il faut, pourquoi pas, ne pas l'extérioriser, le donner à une personnalité neutre. Voilà, ça, on a vu ça. Le donner à une personnalité neutre qui pourrait vraiment être neutre et impartial dans l'organisation des élections. Bon, ça aussi, c'est l'évolution de notre démocratie. Peut-être qu'on peut aller vers ça. Mais il faut que les gens qu'on mette là-bas, parce qu'en 2000, on l'a vu avec le général Cissé. En 2012, avec Cheikh Gueye, c'était des gens neutres. Mais moi, en 2024, pourquoi pas un encastré, mais quand même qui a conscience du rôle qu'il n'est pas là pour faire gagner son camp. Il est ministre de l'Intérieur, il doit organiser des élections libres et transparentes. On a vu d'ailleurs, par exemple, prenant le cas du Sénégal, en 2022, les élections législatives, c'était presque du mano à mano. L'Assemblée nationale, presque 83-82, opposition et pouvoir. C'est vrai, Diom n'a pas officiellement la carte du parti, mais il a organisé quand même des élections. Et quelle lecture faites-vous également de la progression aujourd'hui de la Russie sur le continent africain? Ces coups d'État notés sur le continent, surtout dans la région ouest-africaine et même ailleurs en Afrique centrale. On a noté également une certaine progression de la Russie à travers aujourd'hui les paramilitaires russes ou bien même le Kremlin qui renforce ses partenariats avec certains des pays du continent. Quel regard portez-vous sur cette progression de la Russie sur le continent? La Russie est en train de capitaliser sur les errements de la France. Regardez ce qui s'est passé dans le nord du Mali. Quand les Maliens, les forces maliennes, avec l'appui de Wagner, ont décidé de reprendre le nord, c'est allé très vite. Et ça a surpris beaucoup de gens. Et c'est à se demander, mais que faisaient les forces françaises dans le nord du Mali pendant toutes ces années? Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une complicité? Et ça aussi, je pense que l'actuel président Macron n'est pas un bon VRP pour son pays, parce que la façon dont il a géré toutes ces crises avec le Mali, avec le Burkina et aujourd'hui avec le Niger, et les forces françaises sont en train de quitter tous ces pays-là. Donc pendant ce temps-là, la Russie vient donc combler ce vide. Et 2023, c'est également des victoires diplomatiques. L'Afrique est devenue membre à part entière du G20 à l'issue du sommet de l'organisation tenu en Inde. L'Éthiopie et l'Égypte ont également fait leur entrée au sein des BRICS en 2023 lors d'un sommet également de l'institution tenue en Afrique du Sud. Quelle lecture faites-vous de ces victoires diplomatiques du continent africain? Donc cela montre que maintenant l'Afrique n'est plus un angle mort géopolitique. Donc cela montre que l'Afrique maintenant commence à être plus considérée. L'Afrique commence à bien peser sur le jeu politique international. Comme vous l'avez dit, en 2023, l'Union africaine a intégré le G20. Donc cela va permettre à l'Afrique de plus peser sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique dans les négociations internationales. Concernant les BRICS, les pays émergents,
l'Éthiopie et l'Égypte ont intégré les BRICS et présentement, comme vous le savez, les BRICS pèsent économiquement sur le plan mondial. Donc cela ces deux pays-là peuvent être des locomotives en Afrique, dans la mesure où ils sont les deux principaux pays émergents qui ont intégré les BRICS. Cela peut leur permettre de jouer un grand rôle en Afrique, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, d'être des locomotives pour tous les pays de l'Afrique. Et 2023, ça a également été des avancées sur le climat avec l'adoption de la déclaration de Nairobi, qui est la position commune du continent africain sur le climat, une position commune également qui a été défendue par ces pays africains à l'issue de la COP 28 qui s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou après 5 mois de sanctions imposées en réponse au coup d'État au Niger. Ces sanctions appliquées par le Bénin étaient en réponse aux mesures prises par la CEDEAO, y compris la fermeture des frontières de part et d'autre également. Est-ce que cela ne symbolise pas une lueur d'espoir pour l'année à venir 2024? Tout à fait, il était temps pour le Bénin parce que on sait que presque tout ce que les Nigériens consomment passe par le port de Cotonou et par le Bénin de manière générale. Bon, à un certain moment, c'était comme le Sénégal, quand il y avait eu l'embargo sur le Mali, le Sénégal était obligé de se conformer aux desiderata de la CEDEAO, mais pour combien de temps? Parce qu'aussi, il y a la réalité économique et que bon, Patrice Talon, on le sait, c'est quelqu'un qui est très porté sur l'économie au détriment même de la démocratie au Bénin. Et que ça, on savait que cette mesure-là, il allait revenir là-dessus tôt ou tard. Mais au moins, c'est une lueur d'espoir pour le Niger parce que c'est un pays qui est enclavé, qui a besoin et pour le cas du Sénégal et du Mali également, les positions du Sénégal ont davantage permis à d'autres pays voisins comme la Mauritanie et même la Guinée-Conakry de davantage développer le corridor Bamako-Conakry et également le corridor Bamako-Nouakchott. Malheureusement, nous en sommes à la fin de la première partie du débrief. En seconde partie, il sera question de parler des faits marquants sur le plan sécuritaire. C'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Tchor, le Mali, le Burkina et le Niger ont lancé l'Alliance des États du Sahel, AES, une alliance sécuritaire et économique entre ces trois pays sous transition militaire. Que vous inspire aujourd'hui cette alliance stratégique? Je pense que comme c'est une initiative africaine, il faut d'abord la saluer parce que ces trois pays avaient fini de quitter le G5 Sahel qui est une initiative plus française qu'africaine. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que cette histoire d'insécurité et de terrorisme dans la sous-région, ce sont les Africains qui pourront régler ça. Il ne faut pas compter ni sur la Russie avec son Wagner, ni sur la France, ni sur les autres. Il faudra d'abord que les armées ouest-africaines s'impliquent et que la solidarité puisse être agissante pour aider tous ces pays en difficulté. Parce que bon, la vocation de nos militaires, c'est d'aller faire la guerre. Donc là, ils ont une occasion d'aller se frotter à tous ces terroristes-là pour amener la paix. Donc l'AES est venue quand même à son heure, même si c'est en réponse au G5 Sahel. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est bien parti. Il faut la saluer comme ce sont des Africains qui ont pris l'initiative. Et pour ce qui est du G5 Sahel, d'ailleurs, les deux membres restants, à savoir la Mauritanie et le Tchad, n'excluent pas de dissoudre l'organisation, conformément à l'article 20 aujourd'hui de cette organisation qui était le G5 Sahel. Et pour ce qui est de ces trois pays que vous avez cités tout à l'heure, Burkina, Mali et Niger, tous les trois ont rompu leurs relations diplomatiques avec la France. Les ambassadeurs de ces pays, de ces pays-là qui est la France, expulsés également du territoire de ces pays. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces tensions grandissantes entre la France et ses anciens alliés du Sahel? Mais parce que Macron, après son discours de Ouaga lors de son premier mandat, n'a pas donné corps à ce discours-là, parce qu'il avait annoncé une rupture, et on a plus senti la France-Afrique qui continuait, même si les focards ne sont plus là. Donc Macron, un jeune président de la France quand même, devait être un président de son époque, savoir que les choses ont changé en Afrique et que ce paternalisme-là ne peut plus prospérer. Penser que bon, on peut continuer à décider de qui doit diriger nos pays, ça,
les jeunesses africaines, parce que c'est des pays majoritairement jeunes, refusent ce dictat-là. Et malheureusement, Macron et son gouvernement ne l'ont pas compris ainsi. Ils sont en train de payer ça très très cher. Et le G5 Sahel Mbeng avait fait face également à un problème de financement aujourd'hui de ses projets et programmes. Pour ce qui est de l'Alliance des États du Sahel réunis au sein de la charte du Liptako Gourma, comment relever aujourd'hui ce défi du financement de cette organisation? En fait, déjà, il y a un mantra de l'Union africaine. C'est quel mantra? Des solutions africaines aux problèmes africains. Donc cela montre que maintenant les pays africains commencent à s'approprier leurs problèmes et essayer d'y apporter leurs solutions propres. Je pense que cette alliance est importante, mais quand même, pour ma part, moi, j'apporte des réserves. J'apporte des réserves parce que du point de vue voilà, des financements, je pense que ces pays risquent d'avoir des problèmes pour bien financer cette alliance-là. Déjà, au sein de l'Union africaine, beaucoup de pays n'arrivent pas à cotiser, à honorer leurs cotisations au sein de l'Union africaine. Donc, si on crée une alliance militaire à côté, c'est une initiative à saluer, mais quand même, il peut y avoir des problèmes. Mais est-ce que ces pays n'ont pas pensé à ce point-là? Je m'explique. Au sein de ces 3 pays qui sont sous transition aujourd'hui, le Conseil national de transition, qui fait office d'assemblée législative, a revu la plupart des contrats miniers, surtout pour ce qui est de la gestion aujourd'hui de leurs ressources extractives. Et aujourd'hui, une partie de ces ressources-là va aller à la lutte contre le terrorisme et à la reconstruction de ces zones et régions qui sont impactées. Est-ce qu'aujourd'hui, une meilleure gouvernance de leurs ressources naturelles ne pourrait pas contribuer également à financer ce type d'organisation? Voilà, maintenant c'est le défi principal qu'il faut relever, c'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gestion des ressources minières, la bonne gestion des ressources voilà, naturelles d'une manière générale. En plus, il faut faire très attention aussi, surtout l'arrivée du groupe Wagner, parce que beaucoup de gens pensent que voilà, le groupe Wagner voilà, est là pour sécuriser l'Afrique. Mais en retour, il ne faut pas oublier que ces derniers aussi sont en train d'exploiter certains gisements ici. Ou certaines ressources minières en Afrique. Donc en contrepartie, ils viennent pour assurer la sécurité de certains pays, mais aussi en même temps, ils sont en train de faire des dégâts entre guillemets sur le plan économique. Mais officiellement, les autorités de transition de ces pays, que sont le Burkina, le Mali et le Niger, ne reconnaissent pas l'exploitation de mines par Wagner. Au fait, ils ne le reconnaissent pas, mais il y a des rapports. Je ne sais pas si ces rapports sont voilà, objectifs autant pour moi, mais il y a des documents et des rapports qui montrent que, par exemple, au Centrafrique, le groupe Wagner voilà, est en train parfois d'être payé en mine d'or, d'exploiter le diamant en Centrafrique. Donc, le groupe Wagner apporte sa sécurité en contrepartie aussi de pouvoir avoir sa mainmise sur les ressources. Et si on reste avec la Centrafrique également, dernièrement, le pays a aussi signé un accord avec les États-Unis, plus particulièrement même un groupe de paramilitaires américains, à l'image de Wagner également, pour former les forces armées centrafricaines. Et Thior, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette situation sécuritaire-là au Sahel, qui a aussi contribué à amener cette alliance des États du Sahel? De manière générale, jusqu'en Afrique de l'Est, Afrique centrale, quand même, c'est une poudrière quand on voit ce qui se passe jusqu'en Centrafrique. Et que c'est le défi qu'il faut relever, essayer de ramener cette sécurité-là. Mais comme le disait Mbeng, je pense que bazarder les ressources du sous-sol à Wagner, c'est pas la solution. Parce qu'une fois que peut-être la sécurité va revenir, sur quoi va s'appuyer l'État centrafricain pour faire vivre le peuple centrafricain, pour prendre cet exemple-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi l'AES dont on parlait, c'est bien que ces pays-là prennent conscience et essaient de voir comment, à partir des ressources du sous-sol, des ressources extractives de manière générale, parce qu'ils en ont l'uranium du Niger, l'or du Mali et du côté du Burkina,
comment financer un peu cet effort de guerre, parce que la guerre, ça demande beaucoup d'efforts et il ne faudra pas compter sur les autres pour et venir des lois ont été adoptées investir. dans ces pays dans ce sens-là et votées au niveau des CNT, des assemblées législatives de la transition. Tout à fait. Et je pense que c'est comme ça, petit à petit, que les gens vont arriver à changer un peu la donne, parce que à un certain moment, dans ces pays, c'était le fatalisme total. IBK avait presque renoncé. Au Nord Mali, c'était le même cas avec Roch Marc Christian Kaboré. Le Niger, c'était moins problématique, mais on a vu que bon, quand même, on ne peut pas se satisfaire d'un coup d'État, mais depuis que ces militaires sont là, ils sont en train de faire bouger les lignes, wait and see. Et le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de diversifier, c'est-à-dire ces militaires-là ont décidé de diversifier leurs partenaires en s'ouvrant aux Russes, aux Chinois, aux Turcs et d'autres partenaires, toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon vous, quel impact de cette diversification des partenaires? Oui, parce que jusque-là, avec le colon français, il y avait cette mainmise. En s'ouvrant aux autres, on a la chance d'avoir d'autres expériences et de voir qui est le plus efficace. C'est comme quand on parle un peu de la coopération chinoise, on dit que c'est une coopération très, très pragmatique, là où peut-être les autres vont vous mettre beaucoup de desiderata avant de vous accorder un prêt. La Chine est prête à tout de suite faire le job. C'est pourquoi l'expérience turque et les autres expériences, ça vient un peu aider ces pays-là peut-être à trouver rapidement la solution la meilleure face à la crise sécuritaire. Et Mbeng, en République démocratique du Congo, le M23 fait encore parler de lui, malgré l'intervention de forces régionales, des forces de l'Afrique australe comme de l'Afrique centrale pour venir en aide à la RDC. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, que ce conflit perdure au Congo? En fait, ce conflit a eu lieu notamment dans la partie orientale du Congo et le M23 est en train de semer la zizanie en République démocratique du Congo. Et le président congolais essaie de trouver un bouc émissaire, en l'occurrence le Rwanda de Paul Kagame. Pour ma part, pourquoi ce problème persiste en République démocratique du Congo? C'est parce que, à part le M23, il y a peut-être d'autres milices qui s'éparpillent partout en République démocratique du Congo. Et je ne sais pas si l'argument avancé par les Congolais est vrai, mais les rebelles M23 quand même du point de vue matériel, du point de vue logistique, sont très bien outillés. C'est pourquoi à chaque fois ils s'opposent frontalement à la RDC. C'est parce qu'ils sont très bien outillés. C'est pourquoi la RDC n'arrive toujours pas à renverser Mais est-ce que cela n'appelle pas également à une réforme des forces armées congolaises pour plus d'efficacité, parce que le pays ne peut pas également continuer à compter sur des forces régionales pour gérer sa sécurité à l'est de son pays, qui est une zone également, je le rappelle, très riche en ressources naturelles et autres ressources extractives? Oui, il faut une refonte de ces armées-là. Moi, à chaque fois, c'est ce que j'appelle une professionnalisation des armées africaines. Donc, il faut plus former nos armées africaines pour qu'il y ait un sens de la République, un sens de la démocratie. Parce que sans cette formation-là, sans cette refonte des armées africaines, il existera toujours en Afrique soit des milices ou des armées qui ne parviennent pas du tout à combattre ou à renverser certains groupes rebelles. Et nous restons avec les armées africaines. L'année 2023, c'était également la guerre des généraux au Soudan entre le général Al-Bourhan et le général Daglo. Une guerre qui a fait plusieurs centaines de morts et des déplacés. Quelle lecture faites-vous de ce conflit-là au Soudan? Un conflit qui n'intéresse pas la communauté internationale. Et c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup de dégâts collatéraux, beaucoup de personnes déplacées, beaucoup de tués. Et ça n'aime personne. Regardez, comparaison ce qui se passe entre Israël et le Hamas, comment la communauté internationale s'y occupe. Ces gens-là, je pense que les deux généraux doivent arrêter parce que ça ne sert à rien. C'est un peu leurs égos surdimensionnés qu'ils sont en train de mettre en avant. C'est une histoire crypto-personnelle qu'ils sont en train de répercuter sur les pauvres Soudanais, leurs compatriotes. Il faut vraiment arrêter cette guerre qui est insensée. La CPI également n'exclut pas, à la suite de tout ce qui s'est passé, en tout cas au Soudan, la CPI n'exclut pas d'ouvrir une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis et sur vraiment des bases
incompréhensible. On tue des populations civiles qui n'ont absolument rien à... On bombarde des villes par-ci, par-là. Mais vraiment, ils ont commis beaucoup de crimes et qui ne doivent pas rester impunis. Moi, je suis d'accord avec la CPI, sauf que aussi la CPI doit s'intéresser à ce qui se passe en Israël. Mais quelle responsabilité également de l'organisation continentale, l'Union africaine, face à cette situation au Soudan? Mais parce que bon, là, malheureusement, comme le disait Mbeng, souvent l'Union africaine, c'est une organisation qui manque de robustesse parce que malheureusement, une organisation ne vaut que par la personne qui la dirige. Faki Mahamat, le Tchadien, ça aurait été peut-être du temps où quelqu'un comme Alpha Omar Konaré, quand il dirigeait cette Union africaine, mais il se faisait respecter. Peut-être que le plus c'était un ancien président de la République, lui c'était un ancien ministre des Affaires étrangères, ça ne peut pas expliquer. Mais je pense que de ce côté-là, l'Union africaine a manqué l'occasion peut-être de faire entendre raison à ces deux généraux-là qui mènent, encore une fois, je le répète, une guerre insensée. Et comment arriver à faire entendre raison, Pape Samba, à ces deux généraux par rapport à la situation au Soudan? Tout à fait. En fait, comme l'a dit tout à l'heure M. Thior, en fait, la transition post-Omar el-Béchir a des difficultés à se faire au Soudan. Donc c'est une guerre paradoxale entre deux généraux. Abdel Fattah Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo. L'armée soudanaise, l'autre les paramilitaires. Les forces de soutien rapide. Et il faut rappeler qu'il y a des causes quand même qui expliquent cette rivalité entre les deux. Au Soudan, il y a des rivalités ethniques. Il y a les Massalites, qu'on appelle aussi les Zagawa, qui sont les populations noires, mais il y a aussi une autre ethnie qu'on appelle les Janjaouites. Ce sont les populations, ce sont les Arabes. Et ces deux ethnies-là, c'est-à-dire les Zagawa et les Janjaouites, s'opposent du point de vue ethnique. Donc, alors que les forces de soutien rapide de Emeti, Dagalo, ces forces-là appartiennent à l'ethnie Janjaouite. Donc ils font face à l'autre ethnie qui est l'ethnie massalite. Donc à chaque fois en Afrique, si vous constatez bien... Cette ethnie janjaouite, ces forces paramilitaires également, c'était d'anciens rebelles qui ont été intégrés aujourd'hui dans ce groupe paramilitaire dans le cadre des DDR, des opérations de DDR au Soudan. Voilà, vous voyez. Donc si vous constatez bien en Afrique, surtout que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Soudan, l'un des facteurs qui déclenche les guerres intestines entre les ressortissants de ces pays, c'est très souvent il y a un facteur ethnique qui explique ces affrontements-là. Et dans les pays du Sahel, les pays comme le Mali et le Burkina ont connu des victoires sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est grâce à l'usage des drones, les autorités maliennes ont repris Kidal. 10 ans après aujourd'hui que Kidal était entre les mains des groupes armés terroristes, les autorités burkinabées également ont repris Djibo. Je le rappelle, Djibo en 2022, l'armée burkinabé y avait subi un terrible revers. Et un an plus tard également, Djibo a été repris par ses autorités burkinabées. Quelle analyse faites-vous de ces victoires et également de ces États sous transition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Au fait, ce sont des victoires à saluer dans la mesure où on a noté en 2023 le départ de l'opération Barkhane. Il n'y a plus d'opération Barkhane. L'opération aussi, la task force Sabre qui intervenait au Burkina, au Niger. Voilà. Et au Burkina Faso, maintenant, toutes ces opérations-là n'existent plus parce que certaines personnes, par exemple, accusent la France de ne pas utiliser tous les moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Parce que comment ça se fait qu'un pays comme la France, avec ses militaires bien formés, ne parviennent pas du tout à renverser des terroristes qui, sur le plan logistique, ne sont pas bien outillés. Donc cela pose problème. Donc présentement, si on voit que les armées africaines commencent à damer le pion à ces terroristes, donc ce sont vraiment des victoires à saluer. Mais aussi, comme on disait tout à l'heure, je pense que cela est occasionné, entre guillemets, par la diversification des partenaires. Maintenant, on ne se limite plus à la France, on va chercher d'autres partenaires qui nous vendent des armes. Si vous constatez bien, les drones ne sont pas donnés par les Français, c'est donné par d'autres puissances.
Voilà, donc, pour la plupart des drones turcs et autres drones iraniens. Voilà, c'est ça. Donc, ils diversifient leurs partenaires. Ils prennent lient des partenaires avec l'Iran, la Turquie et même la Corée du Nord. Donc, cela montre que vraiment la France n'a plus vraiment aucun rôle à jouer sur le plan sécuritaire en Afrique. Il ne parvient pas à lutter de manière efficace contre les terroristes. D'ailleurs, même au-delà du Mali et du Burkina, un autre pays du Sahel qui est le Niger, après avoir également rompu ses partenariats militaires avec la France, a décidé de revoir tous ses accords militaires avec les autres pays occidentaux. Tout à fait. Et faire partir aujourd'hui des forces françaises pour s'allier avec d'autres forces étrangères, est-ce que cela ne pose pas problème également? Si, ça c'est ce que pas mal d'Africains sont en train de dénoncer parce que comptons sur nos propres forces, comme je l'ai dit plus tôt. C'est bien un peu de diversifier parce que nous sommes dans un pays, dans un monde multipolaire, de diversifier un peu la coopération. Mais je pense remplacer Pierre par Paul, ce n'est pas la solution. La France est sortie et la Russie est là. Je pense que c'est là où le bas blesse avec Wagner et c'est ce qu'on peut reprocher à ces pays-là. Même si au bout, on a vu la victoire, c'est une victoire d'abord des forces armées maliennes, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une victoire qui met du baume au cœur, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines au niveau de ces armées-là. On s'est réveillé au Niger, plus de 100 militaires tués en une seule journée, même cas au Mali, même cas au Burkina. Donc aujourd'hui que le rapport de force s'est inversé, il faut le saluer. Et comment aller vers cette professionnalisation de nos armées, des armées africaines? Mais en mutualisant, parce qu'en regardant des pays comme le Nigeria, comme le Sénégal, ont des armées aguerries. Donc je pense que ce n'est pas une honte que ces pays-là, qui peut-être n'ont pas des forces armées comme il se doit, on parlait de la RD Congo tout à l'heure, que ces pays-là, les pays qui ont plus d'expérience, puissent aller former les autres pays, parce que la solidarité africaine doit agir. Parce que si ce péril terroriste va au-delà de ces frontières-là, c'est nous qui allons trinquer. Donc mieux vaut les aider à contenir ces menaces djihadistes et à l'éradiquer. Et d'ailleurs, ce péril terroriste va au-delà des frontières, puisque les groupes armés terroristes ne connaissent pas les frontières. Nous avons connu une certaine progression aujourd'hui de cette menace des pays du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée, comme le Togo ou bien le Bénin. Comment aujourd'hui veiller au respect de la souveraineté des États face à cette expansion de la menace terroriste? Pour ma part, il faut comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut plus professionnaliser nos armées, mieux renforcer nos frontières, parce que si nos frontières deviennent poreuses, cela va constituer une fenêtre d'opportunité pour les terroristes. Cela va faciliter leur entrée dans les territoires de nos pays. Donc il faut plus renforcer la sécurité, renforcer les frontières, surtout tabler sur les renseignements. Parce que pour lutter contre le terrorisme, il faut anticiper. Et pour bien anticiper et de savoir comment pensent les terroristes, quand est-ce qu'ils vont frapper, il faut anticiper en utilisant tous les moyens nécessaires comme les renseignements. Donc, et pour utiliser les renseignements, donc, il faut doter plus de logistique à nos armées et c'est in fine les professionnaliser davantage afin de lutter contre le terrorisme. Et ce que vous venez de dire, est-ce que cela n'appelle pas également à davantage collaborer entre États? Vous venez de parler de renseignements, également de renforcer la surveillance au niveau des frontières. Voilà. Est-ce que cela n'appelle pas à davantage de collaboration entre États et même entre communautés économiques régionales, puisque ces groupes terroristes progressent d'une région à une autre, d'un pays à un autre? Voilà, vous savez, il y a ce qu'on appelle faire des chevauchées solitaires mèneront toujours à des échecs collectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun État africain qui peut lutter à lui seul contre le terrorisme. Il faut une coopération entre les États pour venir à bout à cette fléau-là. Donc il est important que les États, que les différentes sphères, les communautés économiques, les organisations régionales se mutualisent pour bien venir à bout à ce terrorisme, parce que
aucun pays ne peut à lui seul lutter contre le terrorisme. Et on a vu dernièrement une organisation régionale comme la CEDEAO contribuer financièrement à hauteur de 1,9 milliard pour soutenir des pays comme le Mali, le Burkina ou bien le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Comment ces organisations régionales qui, au-delà aujourd'hui des aspects économiques, sont maintenant beaucoup plus également appesanties sur les aspects politiques et même sécuritaires, comment ces organisations régionales communautaires peuvent davantage soutenir cette lutte contre le terrorisme, que ce soit dans la région ouest-africaine ou dans d'autres régions du continent? C'est vrai qu'aujourd'hui, la CEDEAO se sent valorisée parce que la mise en place du G5 Sahel, c'était une façon de mettre de côté la CEDEAO au départ et ça n'avait pas plu, hein, il faut le dire. Mais là, quand on a vu un peu comment la donne a changé, aujourd'hui, la CEDEAO qui décide de mettre la main à la pâte, et c'est comme ça que la CEDEAO va se réconcilier avec tous ces pays-là, parce qu'en certains mois, il y avait une incompréhension due au fait que, bon, la CEDEAO condamnait un peu ces putschs qui étaient par moments justifiés dans certains pays, parce que l'insécurité ne peut pas perdurer. Donc, il faut continuer sur cette dynamique-là, parce que moi, je dis toujours, la CEDEAO, de toutes les organisations sous-régionales africaines, c'est la plus aboutie. Ce n'est pas pour rien que nous avons notre carte d'identité CEDEAO, alors que dans les autres zones africaines, rares sont les pays qui peuvent s'en prévaloir. Donc il faut que la CEDEAO maintienne un peu ce cap-là, parce qu'au plan politique aussi, faire la même chose. Par exemple, la même fermeté avec laquelle ils condamnent ce qu'on appelle ces putschs militaires, qu'on ne peut pas accueillir toujours favorablement, sauf en cas d'extrême nécessité, que quand la limitation des mandats, parce que ça aussi, c'est un problème qui va continuer à se poser. Tant qu'il y aura des gens qui penseront qu'ils sont les messies pour leur pays, quitte à tripatouiller pour se maintenir au pouvoir, ça va continuer à décrire de la CEDEAO. Si la CEDEAO ne trouve pas une solution ferme à travers peut-être une loi qui va dire que désormais dans l'espace CEDEAO, il n'est plus question de faire au-delà de 2 mandats. Et on reste avec la CEDEAO. Aujourd'hui, l'organisation a mis sur pied une force anti-putsch, comme ils l'ont appelé, et anti-terroriste également. Cette force en attente, comment elle pourrait soutenir en tout cas ces pays qui font face à la menace terroriste? En fait, la force en attente pourrait, par exemple, apporter de la logistique à ces pays-là. Apporter, surtout tabler sur la formation des différentes armées pour les permettre de venir à bout au terrorisme. Donc cette force en attente est très importante parce que voilà, cela va permettre de lutter davantage contre le terrorisme, parce que comme je l'ai dit tantôt, aucun pays ne peut à lui seul lutter contre le terrorisme. Donc cette initiative de la CEDEAO est à saluer, et ça redore le blason de la CEDEAO, comme l'a dit tout à l'heure Thior. Donc cela ne fait que participer à donner plus de légitimité à la CEDEAO, mais aussi permettre à ces pays-là de plus lutter contre cette fléau-là, contre ce fléau qui est le terrorisme. Et Thior, 2023, une année très mouvementée. Quels sont vos souhaits et résolutions pour cette nouvelle année, pour l'année 2024? Mais vraiment, ce qui fait le lit des coups d'État, quel que soit, qu'on ne le voit pas, des élections mal organisées, où les gens qui tripatouillent les lois pour se maintenir au pouvoir. Je pense que ces résolutions-là, ces belles résolutions-là, les gens doivent savoir que dans une démocratie, c'est le jeu de l'alternance. Donc ceux qui sont au pouvoir doivent aller dans l'opposition, se refaire une santé, et ceux qui sont dans l'opposition viennent au pouvoir. C'est comme ça que ça se fait. Dans les grandes démocraties, pourquoi on parle des États-Unis? Parce qu'on n'oserait pas, quand on voit le cas de Donald Trump, qui est un cas atypique, si les institutions américaines n'étaient pas assez solides, qu'adviendrait-il de la démocratie américaine? D'ailleurs, un tribunal américain en Floride a déclaré son inéligibilité pour ce qui s'est passé au Capitole. Et quelles sont vos résolutions, Beng, pour la nouvelle année pour 2024? Pour la nouvelle année en 2024, en Afrique, j'appelle de mes voeux que les principes démocratiques soient respectés dans les pays, parce que sans le respect de ces principes démocratiques-là, on assistera toujours à des coups d'État, à des modes de dévolution antidémocratique du pouvoir. Donc il faut vraiment respecter les principes démocratiques, mais aussi il faut promouvoir la bonne gouvernance, parce que sans la bonne gouvernance,
les populations ne vont pas du tout sentir la croissance bonne économique. gouvernance, Voilà, respect des principes démocratiques. Plus de guerre en Afrique. Plus de conflits communautaires. Allez en tout cas vers l'Afrique que nous voulons, une Afrique développée, une Afrique unie, une Afrique prospère qui n'est plus à connaître tout cela. Et vous l'aurez compris, c'est la toute dernière émission de cette année 2023. Pour votre émission Le Débrief, pour 2024, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur, en tout cas, que cette nouvelle année soit meilleure que toutes celles précédentes et d'autres thématiques toujours sur les enjeux sécuritaires et politiques du continent. Merci de nous avoir été fidèles tout au cours de cette année 2023 et bonne et heureuse année 2024.